L'odeur de café torréfié et de parfum de luxe commençait à me donner mal à la tête. Ou peut-être était-ce simplement le fait d'être assis à la table 4 depuis 20 minutes, les yeux rivés sur une chaise vide. Le bistrot était bruyant, un mur de conversation ricochant sur les briques apparentes couvrant le jazz qui sortait mollement des haut-parleurs. J'ai regardé ma montre encore une fois, 19h25. Le rendez-vous arrangé par ma sœur était officiellement un fiasco. Ça ne m'étonnait pas. Ces derniers temps, ma vie se résumait à vérifier des murs porteurs, à la recherche de fissures de fatigue et à dormir 4 heures par nuit. Je n'étais pas vraiment un bon parti. J'étais en simple t-shirt gris et jean, la tenue type de l'homme qui vit sur les chantiers. J'étais venu directement d'une inspection, la poussière collait encore à mes manches. Je me suis levé pour partir, mon genou a cogné le pied de la table, faisant teinter les couverts. Un serveur est passé en trombe avec un plateau de martini. J'ai reculé pour éviter la collision et je me suis retrouvé à pivoter aveuglément vers la banquette voisine. Je me suis assis lourdement sur le cuir, pile en face d'une femme qui n'était clairement pas mon rendez-vous. Elle n'a pas levé les yeux. Son attention était engloutie dans une pile de plans d'architecte étalés sur la table, les coins maintenus par un sucrier, une salière et ses propres coudes. Elle marmonnait pour elle-même, un flot de conscience rapide et à voix basse. 2 semaines. Je ne peux pas le faire en 2 semaines. C'est impossible. J'ai commencé à glisser hors de la banquette. Excusez-moi, je suis tombé sur votre siège. Désolé. Elle a levé les yeux à ce moment-là et j'ai arrêté de bouger. Elle avait de lourdes vagues de cheveux sombres qui cascadaient sur ses épaules et des yeux qui semblaient avoir traversé 100 ans de galère sans jamais scier. Elle portait une robe à fleurs un peu trop gaie au regard du stress qui émanait d'elle. Elle avait l'air épuisée. Pas le genre de fatigue que le sommeil répare, mais celle qui s'installe dans les os. Elle a cligné des yeux, m'a mis au point. Vous êtes en retard. Je suis resté à moitié debout. Désolé, l'entrepreneur, a-t-elle dit en tapotant un ongle rouge sur le plan. Vous deviez être là à 19 heures. Je fixe ce schéma de mur porteur depuis 28 minutes et on dirait toujours une carte routière vers l'enfer. Asseyez-vous. J'ai regardé la table vide où aurait dû être mon vrai rendez-vous. Puis je l'ai regardée elle. J'aurais dû la corriger, lui dire que j'étais Lucas Moreau, ingénieur structure et pas la personne qu'elle attendait. J'aurais dû sortir et rentrer chez moi, dans mon appartement silencieux et mon repas micro-ondable. Mais j'ai regardé le plan sous son coude. Même à l'envers, je voyais le problème. Le calcul de charge sur la poutre porteuse était faux d'un facteur 3. Si elle construisait comme ça, le toit s'effondrerait au premier gros coup de vent ou au premier hiver un peu neigeux. Je me suis assis. Vous regardez uniquement la charge permanente, ai-je dit en pointant le papier. Il faut intégrer la charge d'exploitation si vous prévoyez d'avoir des gens sur cette mezzanine. Elle m'a fixé, puis le papier, puis moi à nouveau. Une rougeur lente est montée le long de son cou. Vous êtes le type que Simon a recommandé. Je m'appelle Lucas, ai-je dit. Ce n'était pas vraiment un mensonge. Elle a lâché un souffle qui ressemblait au dégonflement d'un pneu. Merci, mon Dieu. Moi, c'est Mélanie. Et si vous me dites que ce bâtiment est condamné, je vais pleurer ici, au milieu de cette sauce tomate hors de prix. J'ai regardé ses mains. Elles tremblaient légèrement. Un frémissement dans les doigts quand elle a attrapé son verre d'eau. Je connaissais ce tremblement. Je le voyais dans mon miroir tous les matins. Montrez-moi les plans, ai-je dit. Le serveur a essayé 2 fois de nous interrompre. Mélanie l'a finalement chassé d'un geste et a commandé du café comme si c'était un médicament. 2 cappuccinos sont arrivés avec leur spirale de mousse serrée. La tasse fumait entre nous. J'ai tendu la main vers mon portefeuille par réflexe. Mélanie a posé ses doigts sur les miens, léger mais décidé, puis a fait un signe de tête vers les plans. « Rangez ça », a-t-elle dit. « Vous avez déjà sauvé mon toit. » J'ai remis le portefeuille dans ma poche, calme. Un café, ce n'est pas un sauvetage. C'est une trêve. On a passé l'heure suivante à ignorer le serveur. J'ai sorti un stylo de ma poche. Je ne vais jamais nulle part sans un stylo à encre technique. Et j'ai commencé à corriger les dessins. C'était le chaos. Le lieu, les hauts fourneaux, était une ancienne fonderie industrielle qu'elle essayait de transformer en salle de mariage et centre communautaire. La mairie menaçait de fermer le dossier avant même l'ouverture. J'ai corrigé le calcul de la poutre. J'ai esquissé une platine de renfort pour le mur est. Je lui ai montré où déplacer les sorties de secours pour respecter les normes ERP. J'ai travaillé avec l'efficacité d'une machine, froid, précis, factuel.
Quand j'ai enfin rebouché mon stylo, le bistrot se vidait. « Vous êtes doué !» a-t-elle dit doucement. Elle regardait mon visage, pas les papiers. « Je fais mon boulot !» ai-je répondu en rassemblant les plans. « Mais ça, c'est énorme, Mélanie. Vous avez de la pourriture dans le plancher bas et les fermes sont douteuses. Rien qu'en acier, vous êtes à 50 000 € minimum. » Son visage s'est fermé. La lumière dans ses yeux s'est éteinte. Et pendant une seconde, je me suis détesté d'être celui qui l'avait soufflé. « Je n'ai pas 50 000 €, a-t-elle murmuré. « J'ai beaucoup moins. »« Alors vous n'avez pas de salle ?» ai-je dit. Brutal, c'était mon défaut. Je ne savais pas enrober la physique. La gravité se fiche de votre budget. Elle a ramené les papiers vers elle, le geste raide. Eh bien, merci pour l'estimation. Je suppose que vous m'enverrez la facture. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Ses jointures étaient mate blanches, tellement elle serrait le bord de la table. Elle ne respirait plus, elle se noyait. Et je venais de lui tendre une ancre au lieu d'une bouée. Je ne suis pas l'entrepreneur, ai-je dit. Elle s'est figée. Quoi ? Je ne suis pas le gars que Simon a envoyé. Je me suis assis à la mauvaise table. Mon rendez-vous m'a posé un lapin. Le silence s'est étiré entre nous, épais et lourd. J'ai vu la compréhension la traverser, l'embarras, puis la colère, puis la confusion. Vous venez de faire 1 heure d'analyse structurelle gratuite. Je ne pouvais pas vous laisser construire cette mezzanine, ai-je dit en désignant le dessin. Ça aurait tué quelqu'un. Elle a ri, un rire sec, cassé. Eh bien, merci d'avoir sauvé une vie. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller annoncer à mon équipe qu'ils sont au chômage. Elle a commencé à rassembler ses affaires, enfonçant les plans dans un vieux sac en cuir usé. Elle s'est affaissée contre la banquette, la combativité s'écoulant de ses épaules comme de l'eau. Je me suis levé. Je devrais y aller. J'avais fait ma bonne action. Je l'avais sauvée d'un effondrement. Mon devoir était accompli. Mais mes pieds n'ont pas bougé. Elle a levé les yeux vers moi, la main posée sur son sac. Ses yeux ont fouillé les miens, scannant la fatigue que je portais comme une seconde peau. Elle n'a pas détourné le regard. « Vous ne partez pas », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. « Non. » Pourquoi ? Parce que vous avez raté la fissure de fatigue dans les fondations page 4, ai-je répondu doucement, et parce que je n'ai rien d'autre de prévu ce soir. Elle m'a étudié. Un petit sourire a effleuré le coin de sa bouche. Vos yeux disent que vous avez envie de rester. Mes yeux sont fatigués, ai-je menti. Restez, a-t-elle dit. Je vous offre un café et ensuite vous m'expliquerez comment réparer la page 4, 150 000 €. 3 jours plus tard, les hauts fourneaux sentaient la rouille et la vieille pluie. C'était une immense cathédrale de briques industrielles posée au bord de la rivière, dressée contre le ciel gris du centre de la France. J'ai garé mon pick-up à côté d'une benne débordant de chutes de placo. 3 jours s'étaient écoulés depuis le bistrot. Je m'étais dit que j'allais juste passer déposer le rapport formel que j'avais tapé. Une simple courtoisie professionnelle. Je suis entré par la porte latérale et je me suis arrêté net. Un homme en costume anthracite se tenait au milieu de la grande halle, sa voix résonnant sous les hautes charpentes. Il était impeccable, propre, totalement incongru au milieu de la sciure et des tuyauteries apparentes. Simon Vallier. Je le connaissais de réputation, un promoteur qui siégeait au conseil municipal. Il rachetait les biens pour une bouchée de pain après que le service urbanisme avait saigné les propriétaires. Mélanie était plantée devant lui. Elle paraissait minuscule dans ses bottes de chantier et son jean, les bras croisés très fort sur la poitrine. « L'inspection est vendredi, Mélanie », disait Simon d'une voix douce comme de l'huile sur l'eau. « Et on sait tous les deux que cet endroit est une poudrière. Vous n'avez plus le temps. Vendez-moi. Je reprends les dettes. »« Je ne vends pas, Simon, » a-t-elle répondu. La voix tremblante mais têtue. C'était le bâtiment de mon père. Il reste dans la famille. Il restera dans la famille jusqu'à ce que la mairie le condamne. Simon s'est approché, envahissant son espace, la dominant. « Tu te noies, Mélanie, laisse-moi te sortir de là. » L'air dans la pièce a changé. Ce n'était plus de la physique cette fois. C'était de la chimie. Une mauvaise chimie. Je suis sorti de l'ombre. Sans un mot. J'ai juste traversé le sol en béton, mes bottes lourdes et bruyantes. Clac, clac, clac. Simon s'est retourné, agacé. « Et vous êtes ?» Je l'ai ignoré. Je suis allé directement à côté de Mélanie, sans la toucher, sans passer un bras autour d'elle. Je me suis juste placé là, assez près pour que mon épaule frôle la sienne. J'ai tourné légèrement mon corps,
me plaçant entre elle et lui. Un bouclier humain en flanelle et mauvaise humeur. On est occupé, ai-je dit à Simon. Ma voix était basse, râpeuse, tout au fond de ma gorge. Il m'a toisé, ricanant devant mon t-shirt tout simple et mes bottes de chantier. Et vous êtes l'ingénieur structure? Et vous êtes debout dans une zone de travail sans casque ni EPI. Vous devez sortir. Simon a ri. Je suis conseiller municipal. Je n'ai pas besoin de casque. Si vous ne voulez pas de procès, responsabilité assurance, article L. 421 à 5 du Code de la construction. Dehors. J'ai soutenu son regard. Sans scier, sans jouer les gros bras. J'ai juste attendu. J'avais déjà fixé des grues qui dansaient dans le vent fort. Un type en costume bon marché ne m'impressionnait pas. Le sourire de Simon a vacillé. Il a regardé Mélanie, puis moi, puis Mélanie encore. Vendredi, Mélanie, midi. Il a tourné les talons et il est sorti, ses pas claquant sèchement. Quand la porte a claqué, Mélanie a lâché un long souffle tremblant. Elle s'est adossée à un poteau métallique et a fermé les yeux. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça », a-t-elle murmuré. Il était pile sous une palette mal arrimée, ai-je répondu en montrant du doigt le chemin de ronde au-dessus de nous. Elle a rouvert les yeux et m'a regardé. Il y avait du soulagement, mais aussi de la lassitude. « Vous êtes revenu. » J'ai tapé le rapport, ai-je dit en lui tendant une chemise cartonnée. Ça détaille les priorités. Si vous vous concentrez sur le désenfumage et les issues principales, vous pouvez peut-être décrocher une autorisation temporaire d'occupation. Elle a pris le dossier. Ses doigts ont effleuré les miens. Sa main était chaude. Ma peau a picoté là où elle m'avait touché. J'ai retiré ma main et l'ai fourrée dans ma poche. « Lucas, a-t-elle dit, je ne peux pas vous payer votre tarif. J'ai regardé ce que prennent les ingénieurs avec votre diplôme. Je ne peux pas me permettre vos honoraires. » « Je sais, ai-je répondu. J'ai regardé autour de la grande halle vide. C'était un chantier de ruines. Mais l'ossature était belle, rivée d'acier massif, bois de charpente ancien. Ça voulait tenir debout. J'ai des jours de congé accumulés, ai-je dit en fixant un boulon rouillé sur une bride. Chez mon bureau. Faut que je les prenne ou je les perds. Donc, je m'ennuie. Mensonge. Et je déteste voir du bon acier partir à la ferraille. Je vous propose un troc. Elle a haussé un sourcil. Un troc contre quoi? Je règle vos problèmes structurels. Vous me nourrissez. Vous nourrir? Des vrais repas, pas des trucs micro-ondables. Vous avez tenu une société de traiteurs avant, non? C'est ce que vous avez dit au bistrot. Elle a souri alors. D'abord petit, puis le sourire s'est déployé sur son visage comme un lever de soleil. Je fais des lasagnes qui vont vous faire pleurer. Je ne pleure pas, ai-je dit, mais je veux bien des lasagnes. Les 2 semaines suivantes ont filé dans un brouillard de poussière, de bruit et de chaleur. J'arrivais tous les jours à 6 heures du matin avant mon vrai boulot et je restais jusqu'à minuit. Je m'étais fondu dans le rythme du bâtiment. Je n'étais plus le consultant en cravate. J'étais le gars avec une clé à molette. Mélanie était là à chaque étape. Elle n'était pas du genre à pointer du doigt et donner des ordres. Elle grattait la peinture, évacuait les gravats, tirait des câbles. On travaillait sur le mur nord, à renforcer une série de platines rouillées. J'étais monté sur une nacelle élévatrice, en train de souder une nouvelle plaque sur la poutre. Les étincelles pleuvaient autour de moi, chaudes et brillantes. J'ai fini la soudure et j'ai descendu la nacelle. La chaleur dans l'entrepôt était suffocante. Juillet dans le centre de la France, ce n'était pas une blague. J'ai essuyé la sueur de mon front avec le dos de mon gant. Mélanie s'est approchée avec 2 bouteilles d'eau, elle m'en a tendu une. « Hydrate-toi », a-t-elle ordonné. J'ai descendu la moitié de la bouteille d'un trait. « Merci. » Elle regardait la soudure que je venais de faire. « C'est parfait », a-t-elle dit. « On dirait une rangée de pièces de 10 centimes. »« Ça tiendra », ai-je répondu. « Tu es vraiment doué pour voir ça, Lucas. Pourquoi tu as l'air si malheureux en le faisant ?» Je me suis figé. Je l'ai regardée. Elle essuyait une trace de graisse sur sa joue avec un chiffon. « Je ne suis pas malheureux », ai-je dit sur la défensive. « Si, tu le portes comme un sac à dos, ce poids. » Elle s'est approchée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai détourné les yeux vers la rivière qui coulait derrière les fenêtres. J'ai fait une erreur une fois, une faute de calcul sur un parking étagé. Elle s'est immobilisée. Il s'est effondré? Non, je l'ai rattrapé avant la coulée de béton, mais j'ai failli passer à côté. Si je n'avais pas revérifié une 3e fois, 50 voitures se seraient retrouvées au sous-sol. J'ai serré la bouteille d'eau. Je me suis juré de ne plus jamais rien rater. Du coup, je vérifie,
Je revérifie et je ne dors pas. C'était le plus long discours que j'avais tenu à quelqu'un depuis 5 ans. Mélanie n'a pas sorti de phrase toute faite. Elle n'a pas dit « mais il ne s'est rien passé ». Elle a juste hoché la tête. « C'est pour ça que tu es là », a-t-elle murmuré. « Parce que tu sais que j'ai raté des choses et que tu ne supportes pas ça. »« Je suis là pour les lasagnes », ai-je grogné. Elle a souri, mais ses yeux étaient tristes. Elle a tendu la main et a touché mon bras. Une pression légère. « Lucas, tu peux te reposer parfois. Le bâtiment ne va pas s'écrouler si tu t'assois 10 minutes. »« Il pourrait. »« Alors qu'il s'écroule, a-t-elle dit avec force, je préfère que le bâtiment tombe plutôt que toi. Je l'ai regardé, stupéfait. Personne ne m'avait jamais mis avant le boulot. Ni mon patron, ni mon ex, ni ma famille. L'air entre nous s'est raréfié. J'avais envie de l'embrasser, de me pencher et de goûter la poussière et le café sur ses lèvres. J'ai fait un demi-pas vers elle. Elle a relevé le menton, ses yeux descendant sur ma bouche. Crash. Un gros bruit métallique a résonné depuis le quai de chargement. On s'est écarté d'un bond. « La livraison », a dit Mélanie, essoufflée. « C'est le placo. » Elle s'est éloignée en hâte. Je suis resté planté là, le cœur cognant comme un marteau-piqueur. J'ai regardé la soudure encore une fois. Elle était solide. J'aurais voulu l'être autant. Le vendredi est arrivé trop vite. L'inspecteur s'appelait Moreau. Il était juste, mais intransigeant. Simon Vallier était là aussi, dans un coin, comme un vautour attendant la charogne. J'ai fait visiter le bâtiment à Moreau. Je lui ai montré les calculs de charge, les sorties de secours, les fermes renforcées. « C'est du bon boulot », a dit Moreau en passant la main sur une colonne d'acier. « Solide. » On est descendu au sous-sol. C'était le point faible. Les fondations avaient un peu tassé. J'avais installé une série de pieux hélicoïdaux pour stabiliser. Une solution que j'avais conçue moi-même, sur mesure. Moreau a braqué sa lampe dans le vide sanitaire. Pieux hélicoïdaux. Sur une structure de cet âge, ça répartit la charge jusqu'au substrat rocheux, ai-je expliqué. J'ai fait les essais de sol. C'est la seule façon sans défoncer toute la rue. Moreau a hoché la tête lentement. Malin, très malin. Il s'est tourné vers Mélanie. Je suis impressionné, mademoiselle. Vous avez fait énormément en 2 semaines. Je valide l'occupation temporaire. Vous pouvez ouvrir pour votre événement la semaine prochaine. Mélanie a poussé un cri de joie. Elle m'a sauté au cou, me serrant fort. Je suis resté raide une seconde avant que mes bras ne l'enlacent à leur tour. Elle était juste, solide. On l'a fait, a-t-elle murmuré contre mon cou. Simon s'est avancé, le visage rouge. Attendez une seconde. Et le privilège pour dette, le règlement municipal dit qu'aucun permis ne peut être délivré s'il y a des inscriptions hypothécaires en cours liées aux infrastructures publiques. Mélanie s'est écartée. Quel privilège? J'ai payé la facture d'eau. Simon a sorti un papier de sa poche, la taxe d'assainissement pluvial de 2022, plus les intérêts. C'est inscrit sur le titre. 12 000 € à payer immédiatement ou le permis est annulé. Mélanie est devenue livide. Je ne savais pas. Mon père ne m'en a jamais parlé. Le permis est refusé, a dit Simon en souriant, à moins que vous puissiez payer aujourd'hui. Mélanie m'a regardé. Ses yeux étaient pleins de larmes. Je ne les ai pas, Lucas. J'ai tout mis dans l'acier. J'ai regardé Simon. J'avais envie de lui casser la mâchoire, mais ça n'aurait rien réglé. J'ai regardé Moreau. Donnez-nous 1 heure. Lucas, a commencé Mélanie. Je ne peux pas te demander. Tu ne demandes pas. Je gagne du temps. 1 heure, ai-je répété. Je suis sorti du bâtiment. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé mon courtier. Vends le fonds obligataire. Tout. Lucas, c'est ton apport pour une maison. Vends. Vire 12 000 € à la recette municipale. Mets mon nom sur le reçu. Tout de suite. J'ai raccroché. Je me suis planté au bord de la rivière et j'ai regardé l'eau filer. Je venais de transformer mon apport immobilier en problème créé par Simon. Ce n'était pas romantique. C'était stratégique. S'il pensait pouvoir l'acculer avec des papiers, je pouvais répondre avec des papiers. Mais quand je suis rentré et que j'ai tendu le reçu tamponné à Simon, en voyant sa tête, puis celle de Mélanie, ça valait le risque. On a fêté ça le soir même avec des pizzas posées par terre dans la grande halle. Les lumières étaient tamisées, projetant de longues ombres sur le sol fraîchement nettoyé. « Tu n'aurais pas dû faire ça », a dit Mélanie doucement. Elle suivait du doigt le veinage du parquet. « Je te rembourserai, je te le promets.
dès que les mariages commenceront à rentrer. Je sais, je n'étais pas inquiet pour l'argent. Pourquoi tu l'as fait a-t-elle demandé. Je l'ai regardée. Le clair de lune attrapait les reflets argentés dans ses cheveux sombres. Elle était magnifique. Parce que tu te bats. La plupart des gens abandonnent. Toi, tu t'es planté devant ce bulldozer d'hommes sans scier. Je respecte ça. Elle s'est rapprochée. C'est juste du respect, Lucas? J'ai regardé ses lèvres. Non. Elle s'est penchée. Cette fois, je n'ai pas reculé. Je l'ai rencontrée à mi-chemin. Sa bouche était douce, avec un goût de vin et de sauce tomate. C'était un baiser lent, hésitant d'abord, puis plus profond. J'ai posé ma main sur sa nuque, mon pouce caressant son pouls. Elle a soupiré dans ma bouche, ses mains agrippant mon t-shirt. Pour la première fois depuis des années, le bruit dans ma tête s'est arrêté. Plus de calculs, plus de fissures de fatigue, juste elle. On s'est écarté, essoufflé. Elle a posé son front contre le mien. « Reste », a-t-elle murmuré. « Je reste », ai-je promis. Le retournement est arrivé 3 jours plus tard. J'étais à mon vrai boulot, dans une salle de réunion vitrée, quand mon téléphone a explosé. 7 appels manqués de Mélanie. Je l'ai rappelé. Lucas, elle sanglotait. L'ascenseur de service, il est tombé. Mon sang s'est glacé. Il y avait quelqu'un dedans? Non, Dieu merci. Mais il s'est écrasé dans la fosse du sous-sol. Il a emporté la colonne porteuse principale du mur sud. Tout le côté sud s'affaisse. Moreau est revenu. Il met un arrêté de péril. Il dit que c'est structurellement dangereux. Il ferme définitivement. J'ai lâché le téléphone. J'ai couru. Quand je suis arrivé au Joe-Fourneau, c'était une scène de crime. Rue Balise, partout. J'ai trouvé Mélanie assise sur une caisse, dehors, les yeux fixés au sol. Elle avait l'air d'un fantôme. J'ai vérifié cet ascenseur, ai-je dit en faisant les 100 pas. J'ai vérifié les câbles. Ils étaient bons. Ce n'étaient pas les câbles, a-t-elle dit d'une voix atone. Quelqu'un a sectionné la ligne de frein. La police a trouvé des marques de coupe-boulon. Simon, mais ça n'a plus d'importance. Les dégâts sont faits. La colonne est tranchée nette. Le toit s'affaisse de 8 cm. Moreau dit que c'est une perte totale. Il retire le permis d'occupation. Simon a fait une offre il y a 1 heure, juste pour la valeur du terrain. Je vais accepter. Non. Lucas, regarde. Elle s'est levée d'un bond et a crié. C'est cassé, c'est fini. Je ne peux pas réparer une colonne sectionnée. J'abandonne. Je suis fatigué de me battre. Je peux la réparer. Arrête, tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu ne peux pas sauver ça. Elle m'a repoussé. Rentre chez toi, Lucas. Retourne à ta vie tranquille. Laisse-moi tranquille. Elle s'est dirigée vers sa voiture. Elle n'a pas regardé en arrière. Je suis resté là, à fixer la ligne de toit affaissée. Elle avait raison. C'était catastrophique. Pour réparer, il faudrait une grue, des poutres massives en acier, une équipe de 20 personnes. Ça prendrait des semaines. Et l'audience pour condamner le bâtiment était le lendemain matin. Je suis rentré chez moi. Je me suis assis dans mon appartement sombre. J'ai regardé mes mains marquées par la chaleur et l'acier. C'était ça, moi. Je réparais les choses. Je me suis levé, j'ai pris mes clés. J'ai roulé jusqu'au chantier où mon ami Antoine était chef de chantier. Antoine, ai-je dit en entrant dans sa baraque de chantier, j'ai besoin d'un service, un gros. Et j'ai besoin de la grue. Je n'ai pas dormi. Je suis retourné au Haut-Fourneau et j'ai fait le tour du périmètre avec ma lampe torche. Les dégâts n'étaient pas accidentels. La coupe sur le support était trop nette. Les extrémités des câbles étaient effilochées d'une façon que la gravité seule ne pouvait pas produire. J'ai appelé l'inspecteur Moreau. Moreau, c'est Lucas. L'ascenseur de service n'a pas lâché tout seul. Quelqu'un l'a fait lâcher. Une colonne principale est compromise et la charge peut basculer dans la rue ou dans la rivière si le vent s'y met mal. Si on attend le jour, on joue avec la sécurité publique. Il y a eu un silence. Puis la voix de Moreau s'est durcie. Ne touchez à rien. J'arrive. Il est arrivé en 30 minutes, accompagné d'un brigadier. Moreau a jeté un œil à l'acier sectionné et aux marques d'outils fraîches, puis s'est tourné vers moi. Vous dites que c'est un péril imminent ? Je dis que le bâtiment peut s'effondrer vers l'extérieur, et il ne demandera pas la permission. Moreau a expiré par le nez, déjà en train de calculer mentalement. Il a sorti son bloc-notes, écrit rapidement, et tenu le papier à plat sur le capot de sa voiture.
Alas, permis de travaux d'urgence de confortement. Périmètre limité, stabilisation temporaire uniquement. Vous travaillez sous ma supervision. Vous enfreignez ça, je ferme et vous êtes fini dans cette ville. Compris? Compris. Moreau a scotché le permis sur la grille, bien visible. Le brigadier a photographié les dégâts, le permis, les marques d'outils. J'ai désigné la caméra de surveillance au-dessus du quai de chargement. Récupérez les enregistrements avant qu'ils soient écrasés et vérifiez qui avait accès cette nuit. S'il y a un camion sur les images, tracez la plaque. Pendant que les policiers s'occupèrent des preuves, j'ai appelé Antoine. Amène la grue, apporte les étais et un soudeur qui ne pose pas de questions. On ne se cache pas. On empêche un accident. À 4 heures du matin, la grue est arrivée, escortée par une voiture de police, Moreau surveillant toute l'installation, comme un homme qui garde un câble sous tension. On a commencé à étayer le toit avec des vérins hydrauliques temporaires, on a découpé la colonne endommagée, on a fait descendre une nouvelle poutre en hache par la verrière, avec juste quelques centimètres de marge. C'était dangereux, c'était stupide, les plans étaient aux sorties nettes comme un rasoir. Pas d'approximation, pas de notes manquantes. Chaque chemin de charge annoté et revérifié. J'étais à la radio, guidant l'opérateur de la grue. Gauche 2 cm. Descends doucement, doucement. Tiens. J'ai guidé la poutre en place. J'ai attrapé le soudeur. J'ai posé le cordon moi-même. À 8 heures du matin, la colonne était en place. Le toit était de niveau. Le bâtiment était sûr. Je me suis assis par terre, couvert de suie, les mains en sang, les yeux qui brûlaient. Les portes se sont ouvertes. Mélanie est entrée. Elle s'est arrêtée net. Elle a regardé la nouvelle colonne. Elle a regardé l'équipe qui rangeait le matériel. Elle m'a regardé moi. Elle s'est approchée lentement. Elle s'est agenouillée sur le sol crasseux. Elle a pris mes mains dans les siennes. « Tu l'as réparé » a-t-elle murmuré. « Je t'avais dit » ai-je répondu d'une voix rauque. « Je vérifie mon boulot. Je ne rate rien. » « Tu t'es introduit par effraction dans mon bâtiment. Fais-moi un procès. » Mélanie était arrivée les cheveux attachés et un manteau jeté sur ses vêtements de nuit. Elle s'est figée en voyant la voiture de police, le gilet de l'inspecteur, le permis scotché sur la grille. Ses yeux se sont posés sur moi. Je n'ai pas eu besoin d'expliquer. Les photos des preuves sur le capot de la voiture de Moreau l'ont fait pour moi. Moreau s'est raclé la gorge. « Mademoiselle, votre bâtiment a été saboté. Nous le stabilisons sous un permis de confortement d'urgence. Si vous voulez qu'il tienne jusqu'au lever du jour, laissez-le travailler. » Mélanie s'est approchée. Elle a regardé l'acier coupé, les étais prêts, les hommes qui gréèrent la grue avec un professionnalisme sec. Puis elle a pris ma main, a pressé ses lèvres contre ma paume sale et l'y a gardé un instant. « Tu es l'homme le plus têtu, le plus arrogant et le plus merveilleux que j'ai jamais rencontré. »« On a une audience dans 1 heure, ai-je dit en me levant et en l'entraînant avec moi. Allons leur dire qu'ils ne peuvent pas le démolir. » La salle du conseil municipal était bondée. J'avais encore de la crasse sous les ongles et un bleu tout frais qui fleurissait sur mon avant-bras à cause du travail nocturne précipité. Simon était là, l'air suffisant. Il avait préparé un diaporama sur la friche urbaine et la sécurité publique. L'inspecteur Moreau a été appelé en premier. Il ne m'a pas demandé la permission. Il n'en avait pas besoin. Il a posé son rapport sur la table comme s'il pesait 1 tonne. « Hier soir », a dit Moreau d'une voix qui portait, « j'ai répondu à un péril imminent pour la sécurité publique au Haut-Fourneau. Un élément porteur principal avait été délibérément sectionné. La chute de l'ascenseur de service correspond à un acte de malveillance, pas à une fatigue du métal. J'ai délivré un permis de confortement d'urgence à 0h47 et j'ai supervisé la stabilisation temporaire jusqu'à l'aube. » Simon s'est agité sur sa chaise. Moreau a continué. « À 7h10 ce matin, j'ai effectué une inspection de suivi. Compte tenu du confortement d'urgence, du renforcement par soudure et de la vérification des chemins de charge après réparation, la structure est stable, pas à la limite. Stable bien au-delà des normes minimales. » Il a brandi un dossier. Plan tamponné, photos, notes d'inspection. Les conseillers se sont penchés en avant. « Pour le procès-verbal, a ajouté Moreau, la police a récupéré les images de la caméra du quai de chargement. Ils ont aussi retrouvé une pince coupante dans le coffre d'un véhicule lié à monsieur. Vallier, l'enquête est en cours. » Un murmure sourd a traversé la salle. Le marteau du président l'a fait taire. « Inspecteur Moreau, votre conclusion professionnelle ? » Le bâtiment est sûr et peut rester ouvert dans les conditions précisées dans mon rapport. Je retire ma recommandation de condamnation. Le président a hoché la tête 1 fois.
L'arrêté est levé. L'affaire policière est distincte. Simon a ouvert la bouche. Un agent en uniforme s'est avancé dans l'allée, calme et assuré. L'avocat de Simon lui a touché le bras et lui a murmuré quelque chose rapidement. Je suis resté là, silencieux, solide, à regarder les épaules de Mélanie, enfin s'abaisser un peu, comme si son corps se rappelait comment respirer. Le président a regardé Moreau. Inspecteur, si la réparation tient, je retire l'arrêté de péril, a confirmé Moreau. Le marteau a claqué. Arrêté levé. Les hauts fourneaux restent ouverts. La salle a explosé. Mélanie a laissé échapper un sanglot et a enfoui son visage dans ses mains. Je me suis approché d'elle. Viens, sortons d'ici. On est sorti sur les marches de la mairie. Le soleil brillait. Tu l'as sauvée, a-t-elle dit. Tu as tout sauvé. On l'a sauvée, ai-je corrigé. Elle s'est arrêtée sur le trottoir. Les gens passaient autour de nous. Elle s'est tournée vers moi. Je ne peux pas te payer, a-t-elle dit encore. Ni pour la poutre, ni pour l'équipe, ni pour le fonds obligataire. Je ne veux pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux, Lucas? Parce que tu m'as tout donné et tu n'as rien demandé. Ça me fait peur. J'ai plongé la main dans ma poche, j'en ai sorti un papier plié. Ce n'était pas une facture. C'était un contrat de partenariat que j'avais griffonné sur une serviette, puis tapé à 3 heures du matin. Je veux 49%, ai-je dit. Je veux être ton associé. Je m'occupe de l'entretien, de la structure, de la sécurité. Toi, tu gères les événements, la nourriture, les gens. Je veux mettre mon nom sur l'acte à côté du tien. Elle a pris le papier. Elle l'a lu. Ses mains tremblaient à nouveau. Associé? A-t-elle demandé. Associé. Et je veux rentrer à la maison avec toi le soir. Je veux laisser une lumière allumée quand tu travailles tard. Je veux manger tes lasagnes le dimanche. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes coulant. Tu veux rester? A-t-elle murmuré. Oui, ai-je dit, la voix épaisse. Je veux vraiment, vraiment rester. Elle a sorti un stylo de son sac. Elle n'a même pas cherché un support. Elle a appuyé le papier contre ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur, et a signé son nom. Marché conclu, a-t-elle dit. Elle a rebouché le stylo et l'a jeté dans son sac. Puis elle a attrapé les revers de ma chemise de travail crasseuse et m'a tiré vers le bas. Elle m'a embrassé là, sur les marches de la mairie, devant l'inspecteur, le conseiller municipal et le monde entier. Ça avait le goût de la victoire, ça avait le goût de la maison. Maintenant, a-t-elle dit en s'écartant, les yeux brillants, on va regarder cet ascenseur de service. J'ai des idées pour la rénovation. J'ai gémi. On peut dormir d'abord? Non, a-t-elle répondu en prenant ma main et en m'entraînant vers le pick-up. On a du boulot, associé. J'ai serré sa main. J'étais épuisé. J'étais fauché. J'étais couvert de graisse. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me contentais pas de maintenir un bâtiment debout. Je construisais une vie. Les relations ne consistent pas à trouver quelqu'un qui vous répare. Il s'agit de trouver quelqu'un qui restera dans les décombres avec vous et vous tendra une clé à molette. Le vrai amour est un verbe. C'est se présenter, agir et rester quand le toit s'effondre.